territoire, présente dans dans un grand nombre de structures, devient officiellement membre d'Infranum. Et j'appelle près de nous Antoine Darod et Philippe Legrand, que j'invite à s'installer ici. Voilà. Prenez place, chers messieurs. Donc voilà, on a mis une petite image qui incarne pour nous quelque part cette tendresse euh, qui est naissante. On le disait, c'est la Love Edition, cette 17e édition. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, comme on dit? C'est allumé, normalement. Voilà, et merci pour le jingle. Et puis là, on est vraiment bien servi avec ce joli chœur. C'est un peu ça, finalement, mais c'est une histoire qui remonte, hein. Déjà, le chœur, il peut être tout à fait le symbole de la relation entre Ruralytic et Infranum, parce que je voudrais quand même rappeler qu'en août 2012, nous étions 6 industriels à nous être réunis à l'Hôtel des Carmes. Et à l'Hôtel des Carmes, nous avions annoncé la création de ce qui allait devenir à l'époque la FIRIP, créée 5 mois plus tard à Durtal, à Angers, et dans les locaux du fonds du premier président Étienne Dugas. Donc l'histoire d'Infranum et de Ruralytic sont intimement liées. Je voulais le rappeler. Dans ce cœur, on aurait pu mettre donc aussi Ruralytic, et donc Sébastien, tu as ta place, bien entendu. Le lien avec entre Infranum et la Banque des Territoires, qui se concrétise aujourd'hui par l'adhésion de la Banque des Territoires à Infranum, euh, il n'est pas anecdotique, il est quand même très riche. Il est à la fois historique, naturel et singulier. Historique parce que je ne rappellerai à personne ici le rôle qu'a joué la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires dans l'aménagement numérique des territoires, dans l'accompagnement des réseaux d'initiatives publiques de première génération et aussi des stratégies de développement numérique. Il est naturel, puisque nous sommes des acteurs évidemment impliqués à notre façon, chacun à notre façon, dans toute l'histoire de cet aménagement numérique. Mais il est aussi singulier, parce que peut-être que les acteurs que nous représentons ne sont pas en eux-mêmes tout à fait traditionnels. On a peut-être un peu la prétention de considérer qu'Infranum est une fédération peut-être à part. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la Banque des Territoires n'est certainement pas un acteur comme les autres. Antoine Darod en parlera bien sûr beaucoup mieux que moi, mais ce rapprochement-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il caractérise et il traduit un partenariat informel qui existait déjà depuis longtemps, puisque rappelez-vous, hein, l'observatoire que nous publions, que nous rendons public chaque année, hein, en général au trip de l'AVICA du mois de mai ou du mois de juin. L'observatoire est le fruit d'un travail réalisé aussi avec la Banque des Territoires, qui est un des partenaires majeurs de cet observatoire. Et puis plus récemment, nous nous sommes saisis d'un sujet qui peut-être aujourd'hui n'apparaît pas comme vital, mais qui va l'être très rapidement, qui est la résilience. La résilience de nos réseaux, car nous sommes en train de terminer le sprint de déploiement. Notre ministre, d'ailleurs, dont je voudrais vraiment saluer la prise en main extrêmement rapide et la capacité à avoir brossé d'ailleurs le travail de rentrée qui nous attend. Je pense que nous avons nos travaux tout tracés aujourd'hui, donc je voudrais vraiment saluer votre action et votre détermination et la clairvoyance dont vous faites preuve sur le sujet. Nous avons eu l'occasion de rappeler, vous avez eu l'occasion de rappeler que c'est un formidable succès que ce déploiement de la fibre aujourd'hui en France, et ça fait de la France un des leaders européens incontestablement. Et je peux vous dire que pour voyager un peu, les autres pays nous envient beaucoup cette réussite. Mais en même temps que nous terminons le sprint, il faut commencer le marathon. Et le marathon, on passe par la résilience, la pérennité de nos réseaux. Et nous avons commencé avec la Banque des Territoires à entamer un travail de fond stratégique, crucial, et qui peut-être trouvera des liens d'ailleurs avec les problématiques de qualité, de pérennité qui ont été évoqués juste avant. Et enfin, cette, ce partenariat qui est né depuis longtemps et est né depuis longtemps entre la Banque de Territoire et Infranum, et qui se traduit par cette adhésion aujourd'hui, va nous permettre de regarder devant. Devant, pas uniquement sur l'aspect des réseaux, mais aussi des territoires connectés et durables. Nous avons beaucoup d'idées en la matière. Nous serons au rendez-vous, et la force conjuguée de la Banque des Territoires et d'Infranum devrait être un gage de succès pour les chantiers futurs. Enfin, je voudrais glisser un mot sur un sujet qui a été évoqué dans les deux allocations ministérielles, mais qui nous semble
revêtir une importance tout à fait particulière, conjoncturelle et immédiate sur la sobriété énergétique. Nous aurons l'occasion, je crois, dans les prochaines semaines d'en reparler lors du comité de pilotage que vous avez créé, Monsieur le Ministre. Nous serons au rendez-vous. Les entreprises d'Infranum, que nous avons d'ailleurs sollicitées dès votre saisine, ont répondu favorablement et ont répondu présentes au fait de se pencher sur les questions de la sobriété énergétique pour passer l'hiver et pour structurellement nous projeter dans l'avenir en améliorant notre consommation de l'énergie, au-delà du fait que nous avons des tas de solutions qui peuvent servir plus globalement les enjeux de sobriété. Bref, ce que nous voulions vous dire cet après-midi, c'est que nous avons peut-être une nouvelle carte à jouer et que l'association avec la Banque des Territoires et d'Infranum devrait démultiplier notre capacité à agir. Nous sommes une fédération qui fait, comme bien d'autres, hein, bien entendu, mais nous sommes une fédération qui fait, nous voulons agir, être opérationnel, concret et réactif. Merci beaucoup Antoine. Le cœur est parti, mais il est bien toujours présent et nous comptons sur toi et la Banque des Territoires, ton institution, pour nous accompagner durablement. Mais je te laisse la parole là-dessus. Merci Philippe. Alors effectivement, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, c'est pas un acteur comme les autres. C'est un acteur qui a dans son ADN de soutenir, de financer le développement d'infrastructures plutôt de long terme, voire de très long terme, dans les territoires, dans tous les territoires. Au 19e siècle, c'était le développement des voies ferrées, des canaux. La Caisse des dépôts a depuis participé au développement du logement social très largement. Et nous sommes dans notre rôle lorsque, depuis 10 ans, nous accompagnons, structurons le financement du développement des nouvelles infrastructures de fibre. Alors en même temps, on pourrait se dire, le plan France Très Débit, il est sur le point de s'achever. Certes, tout n'est pas encore fini, mais pourquoi signer un contrat maintenant? En réalité, notre conviction, c'est que nous finissons tout juste, bientôt, nous allons finir le chapitre introductif. Nous finissons les préliminaires. Nous ne sommes qu'au début de l'histoire, parce qu'en réalité, nous n'avons jusqu'à présent construit que le socle. Nous sommes sur le point de finir la construction du socle, des fondations, mais qui en elles-mêmes n'ont guère de sens. Et c'est précisément tout l'intérêt de ce qu'on a fait depuis 10 ans. Ça commence maintenant. C'est la fin de l'introduction et c'est là où on va écrire l'histoire. C'est quels usages on veut développer, quels services on veut développer dans ces nouvelles infrastructures, quelle sève on veut faire passer dans ces réseaux, quel substantifique moelle, pour reprendre Rabelais, on veut mettre dans ces réseaux. Et c'est fondamental parce que si on ne fait rien, c'est à peu près sûr que ce sera la sève du chien-dent qui ira. Ce sera celle des services uniquement commerciaux. Et donc, il faut s'interroger aujourd'hui et voir comment, collectivement, on écrit cette histoire de quels nouveaux services on va pouvoir développer, à la fois pour l'attractivité de nos territoires, mais également pour faire face aux défis collectifs qui sont devant nous. Le vieillissement de la population, le maintien des personnes à domicile. Nous n'avons pas de réponse autre que celle qui passe essentiellement par le numérique. Mais ce n'est pas de manière passive qu'on arrivera à apporter ces solutions. Et c'est là où tout le sens de cet accord et de cette intégration de la Caisse des dépôts de la Banque des Territoires dans Infranum. C'est que pour nous, l'histoire commence et alors que nous avons déjà investi plus d'1 milliard d'euros dans les infrastructures, nous avons investi environ 200 millions sur les services numériques. Mais notre objectif dans les prochaines années, c'est de développer et d'aller vers un investissement aussi important dans les services numériques. Et notamment dans les services d'e-santé, de maintien des personnes à domicile, mais également d'une meilleure gestion, appropriation des données locales par les collectivités pour le pilotage de la politique publique. Bref, c'est notre nouvelle feuille de route et nous souhaitons la construire un peu sur la même méthode, le même esprit que celui du plan, c'est-à-dire un esprit d'abord de main dans la main, de tous ensemble, d'équipe de France du très haut débit, je ne sais plus trop comment on dit, mais de partenariat public-privé, État-collectivité, dans lesquels ce n'est pas un projet d'un acteur, mais que c'est bien une coproduction qui pourra être mise en œuvre. Encore une fois, sur l'e-santé, on voit bien que nous, on a un certain nombre de réflexions internes, mais elles sont un peu courtes lorsque on ne les regarde que chez nous. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir cette coalition pour ces coproductions sur de nouveaux investissements dans les services numériques, ce qui nécessitera peut-être également d'avoir un plan. On a eu un plan France Très Débit pour les infrastructures, mais
On voit bien qu'on a besoin d'un temps long pour développer tous ces nouveaux services, pour articuler tous ces acteurs, pas qu'on duplique et qu'on s'épuise, et puis aussi pour donner de la visibilité aux investisseurs. Je vous l'ai dit, on est prêt à investir des centaines de millions d'euros dans les nouveaux services numériques. Et pour ça, il nous faut un peu de visibilité, savoir comment tout ça s'organise, et ça nécessitera probablement, car on peut l'espérer, un plan sur lequel je ne doute pas qu'on sera aux côtés de l'ensemble des acteurs et du gouvernement. Voilà le sens de cette intégration de la Banque des Territoires dans Merci. Infranum. C'est un départ. Merci Antoine Larode, Philippe Legrand. Une réaction, monsieur le ministre, à cette incarnation de ce que vous souligniez tout à l'heure, c'est-à-dire le vrai partenariat public-privé. Oui, oui, et en saluant à nouveau au passage le rôle important que joue un Infranum dans la coordination de tous ces acteurs qui ont été centraux dans la réussite de ce grand chantier qui a été le plan France Très Haut Débit, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais dont l'essentiel a été fait. Et puis le rôle qu'a pris la Caisse des dépôts progressivement sur ces infrastructures télécom et puis sur les services numériques qui sont absolument essentiels. Et je me réjouis de cette alliance, ou en tout cas de cette adhésion de la Banque des Territoires à Infranum, qui nous permet, je crois que Antoine Darod a raison de le dire, d'aborder la seconde étape, c'est-à-dire l'ère post-plan France Très Haut Débit, dans un esprit de coopération renforcée entre les acteurs privés et les acteurs publics, avec deux grands objectifs. Celui, effectivement, ça a été cité d'abord par moi, puis par Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du chemin, terminer le raccordement, terminer le New Deal, assurer la résilience, réussir le décommissionnement du cuivre, etc. Et puis de l'autre, développer les usages. Je ne me souviens plus exactement de la formule de Vincent Descoeur sur je sais pas quoi, sur les bolides américains. Les autoroutes de l'information Voilà. devraient servir à faire rouler les grosses bagnoles américaines. Et ça, c'est le grand mérite d'une manifestation comme Oralytic, c'est de montrer à voir, donner à voir toutes les solutions qui peuvent être mises entre les mains des territoires, des collectivités pour améliorer l'accès à la santé, ça a été cité à l'instant, la gestion de l'eau, la gestion de l'air, la gestion des fluides plus généralement. Et tout ça, c'est évidemment au cœur de la mission de la Caisse des dépôts. Et donc, les grands sujets d'infrastructure d'un côté, le développement des services numériques dans les territoires de l'autre, ce sont des sujets sur lesquels Infranum et la Banque des Territoires pourront très utilement travailler. Et donc, pour le gouvernement, c'est une excellente nouvelle. Merci, merci beaucoup. Pour sceller, non pas cette union, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas cette nouvelle alliance, vous voudrez faire une photo avec vous, monsieur le ministre, euh, et C'est Antoine moi qui officie pour le et mariage. Philippe. C'est un petit peu ça. Voilà, allez-y, venez dans la lumière. Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Merci, merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous confie au bon soin de Fabien Medzianowski, notre délégué général, qui va vous emmener visiter le Cyberbus. Et on vous applaudit à nouveau tous les trois. Et j'invite sans plus attendre les intervenants de la table ronde suivante à me rejoindre sur le plateau. Lisa Bellulo, présidente de la Fédération française des télécoms, Laurent Wilde, directeur général d'Auvergne THD Orange Concession, Lionel Recorbet, président de XP Fibre, Ilham Jaish, directrice générale d'Altitude Infra, et Corinne Diffante, directrice d'opérations de services et réseau d'initiative publique d'Orange. Voilà, on est au complet. Allez-y, installez-vous librement. C'est pas qu'ils sont punis, mais ils jouent le rôle de grands témoins. Euh, donc, voilà, on a entendu des choses plutôt encourageantes. On a bien compris que c'était pas fini l'affaire en même temps, parce qu'il y a encore les raccordements, le déploiement. Hein, vous avez encore beaucoup de travail.
c'est bien, c'est très bien. Lisa Bellulo, on a parlé du New Deal ce matin. Effectivement, vous étiez, avec les ministres pour inaugurer une nouvelle antenne à Arpajon-sur-Cère. Où on en est? Quels sont les outils développés, pour les collectivités, l'engagement des opérateurs, le rythme de déploiement? Est-ce qu'on sera au rendez-vous des échéances prévues? Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Sébastien Cotte, ainsi que les élus qui se sont absentés provisoirement, mais pour de très bonnes raisons, pour faire visiter l'initiative du Cantal, de nous avoir invités à Ruralytique. Chaque année, la Fédération française des télécoms est ravie d'être représentée et de parler à tous les élus et à tous les acteurs de ces territoires. C'est vraiment l'événement qui marque la rentrée. Je crois qu'on est tous encore frais, dispo, peut-être parfois un peu bronzés. Oui, Et finalement, c'est je la France numérique, c'est quelque chose autour de l'Auvergne, grâce à Ruralytique, comme chaque année. C'est une chance d'ailleurs hein, d'avoir des élus et des opérateurs télécoms aussi dynamiques et qui ont autant d'engagement dans l'aménagement numérique du territoire. Donc Auvergne Numérique et de manière générale tous les réseaux d'initiatives publiques sont quand même assez spécifiques au génie français. Il y a aussi beaucoup d'initiatives de tiers-lieux, de services qui sont quand même aussi une marque spécifique à la France. Et beaucoup plus encore, c'est le New Deal qui est vraiment sans équivalent en Europe et même dans le monde. Au Japon, en Allemagne, il y a quelques tentatives de couverture numérique des territoires les plus reculés et les plus ruraux, mais absolument sans équivalent en termes d'ampleur, que ce soit en termes géographiques ou en termes quantitatifs. Je crois qu'on l'oublie souvent. Le ministre rappelait tout à l'heure aussi à juste titre les records que nous battons en France. Alors, il en a parlé en termes de couverture du très haut débit fixe. Donc, je ne vais pas redonner les chiffres qu'il a déjà fort bien donnés. Je voudrais juste signaler qu'on est loin, très, très loin devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et là aussi, on oublie parfois un peu de faire cocorico. Cocorico, c'est bien dans le Cantal et pour le patrimoine immatériel. Mais parfois, il faut le dire aussi pour d'autres sujets, notamment en matière économique, où on a tendance malheureusement en France à ne pas faire valoir suffisamment nos succès. Donc le ministre l'a dit et nous le rappelons, nous, opérateurs télécoms, nous ferons en sorte d'atteindre le taux de 92% de foyers raccordables en Auvergne. Nous avons un record en termes d'investissement privé dans les télécoms, donc que je représente ici. En termes de chiffre d'affaires, c'est un record là aussi en Europe. 22% de notre chiffre d'affaires est réinvesti. En termes de proportion aussi par habitant, en 2021, nous avons investi 14,9 milliards d'euros. Donc, nous, opérateurs télécoms, c'est l'équivalent de 1000 écoles. Depuis 10 ans, 90 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 6260 écoles. Ce n'est pas rien. Je pense que là aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a des investissements publics aussi conséquents qui ont été faits, mais ils ont été aussi accompagnés d'investissements privés conséquents. Ce matin, l'OCDE a publié une étude qui montrait qu'il y avait un rapport de corrélation de 0,54 entre le nombre d'abonnés au trop haut débit et la croissance. Et nous-mêmes, nous le disons avec constance à la Fédération française des télécoms, 1 € investi dans les territoires, c'est 6 € de produit intérieur brut. Nous avons aussi les tarifs les plus bas d'Europe. Là aussi, il faut le rappeler. La part des télécoms dans le budget des ménages est restée stable et même a baissé. C'est le seul secteur régulé qui affiche ces performances, alors même que les performances s'accroissent. On passe à la 4G sur tout le territoire national, on passe du cuivre à la FTTH. Qu'est-ce que ça signifie pour les territoires? On a eu une discussion passionnante ce midi à la préfecture, notamment avec messieurs Perbet et Ladoux, les présidents de la CCI et de la Chambre d'artisanat et des métiers. On a vu à quel point le numérique était au cœur de leur stratégie, de leurs préoccupations. La Chambre d'agriculture aussi s'y intéresse. Alors, je ne sais pas si Smart Agri connaîtra de nouvelles réunions, mais en tout cas, les éditions précédentes ont été des succès. Et on sait aussi que la connectivité peut être une solution pour surveiller l'hygrométrie des sols et également au service des élevages.
Donc, on voit bien que les bénéfices du numérique, ils sont ressentis pour les territoires en termes d'attractivité et de croissance, même si évidemment c'est un facteur parmi d'autres. Je crois que la précédente table ronde a illustré à quel point il fallait un cocktail de solutions. C'est aussi utile tout simplement pour chaque personne d'avoir plusieurs connexions au sein du même foyer, d'où l'importance de la fibre. On a besoin d'une connexion pour que les enfants puissent suivre les enseignements en ligne, pour qu'ils puissent faire de la visioconférence, pour jouer, pourquoi pas, aux jeux vidéo et regarder du streaming vidéo. C'est évidemment indispensable pour le télétravail. La Banque des territoires parlait aussi de solutions à venir, certainement pour le maintien au domicile et le grand âge. Donc, ça concerne toutes les générations. Je sais que Dominique Faure s'intéresse aussi beaucoup, et à juste titre, aux consultations médicales. 30% des Français, du fait malheureusement de la crise sanitaire, mais c'est au moins un des acquis de cette crise, ont eu recours à des téléconsultations. 93% sont satisfaits. Évidemment, il n'est pas possible de faire des consultations médicales sans solution de connectivité satisfaisante, que ce soit en 4G ou avec la FTTH. Donc là aussi, évidemment, le numérique n'est pas une solution universelle, une réponse à tout, mais elle fait partie d'une boîte à outils pour les territoires ruraux. Alors, évidemment, on peut être fier de ce que l'on a réalisé. On sait aussi qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc, dans le New Deal mobile, on a livré 1600 sites. 3600 zones sont identifiées et devront être livrées. En Auvergne, 598 sites multi-opérateurs sont prévus à la demande des élus. Donc, le Cantal, l'Auvergne sont bien servis. Le ministre a déjà donné les chiffres du STTH et j'ai confirmé tout à l'heure l'objectif de couverture. Il y a aussi des sujets de qualité, puisqu'on conduit finalement 10-15 ans l'équivalent d'un plan. C'est le chantier le plus important du 21e siècle pour l'instant, et il a fallu 40 ans pour équiper les territoires en électricité, 50 ans pour le cuivre. Là, on fait en 10-15 ans pour le FTTH. Alors, on est conscient qu'il y a dans certains territoires des problèmes de qualité. On a répondu aux demandes de l'ARCEP et du ministre et on a pris nous-mêmes nos propres initiatives. Arpajon-sur-Cère dans le Cantal et Mieuletti de ce point de vue qu'Arpajon en Essonne. Donc on a bien identifié les zones sur lesquelles il fallait faire des efforts particuliers. On a engagé au niveau de la Fédération française des télécoms un important chantier de reprise des infrastructures. C'est comme une belle maison. Pour que la belle maison soit en bon état et dure longtemps, il faut une bonne charpente, des bonnes fondations, donc on s'y attache. Lors d'une réunion à l'ARCEP en juillet, début juillet, on a proposé au niveau de la Fédération française des télécoms de mettre en place des indices des qualités des rentes publiques et de faire un suivi régulier. Nous travaillons aussi en coordination avec Infranum à des règles de l'art renforcées. Je parlais tout à l'heure d'une maison avec une bonne charpente et des bonnes fondations. Il faut aussi bien poser les tuiles. Donc c'est pour ça qu'on travaille à une certification des compétences des techniciens de raccordement, à une labellisation des entreprises avec une référence externe et indépendante. On a limité les rangs de sous-traitance et il faut engager tout un écosystème, y compris avec les installateurs, et développer des outils communs de qualité. Donc tout à l'heure, on a visité un NRO et un point de mutualisation à Saint-Mamé, la salle d'État. On a pu illustrer la manière dont les jarretières devaient être bien posées. On a parlé aussi de l'outil e-intervention qui permettra de prendre des photos des raccordements et de signaler immédiatement les malfaçons pour que la reprise puisse être faite le plus rapidement possible. Donc, nous sommes responsables, nous prenons nos responsabilités, nous avons un plan sérieux et étayé. Donc, ayez confiance dans l'engagement des opérateurs, puisque de toute façon, ce que nous servons à la fin, c'est évidemment des clients. Les clients sont vos administrés, donc nous avons des intérêts parfaitement convergents. Donc, continuons à bâtir sur ces réussites françaises et continuons à dialoguer avec les élus, parce que c'est la clé de cette réussite du très haut débit fixe et mobile en France.
Merci Elisabeth Hulot. Antoine Darrotte, Philippe Legrand, vous intervenez quand vous voulez, vous me faites signe. Je suis en face de vous, Laurent Wilde, directeur général d'Auvergne Très Haut Débit, qui est donc le délégataire de la régie Auvergne Numérique. On est bien d'accord, vous êtes en charge de déployer le Très Haut Débit en Auvergne pour le compte d'Orange Concession, du coup, parce que vous faites partie de la galaxie Orange Concession. J'irais plutôt pour le compte de la collectivité, dans le Oui, cadre tout d'Orange à fait. Concession. Et C'est dans le comme cadre ça d'Orange qu'il faut Concession le faire. plutôt. Alors, j'avais quelques slides, Sébastien, je ne sais pas si je peux me risquer à les demander, super. Donc, quelques mots sur Orange Concession. Je ne vais pas vous assommer, mais quand même pour replanter un peu les choses, c'est récent, Orange Concession. C'est une structure qui existe depuis fin novembre 2021, qui est née de l'alliance entre Orange, le groupe Orange qui était attributaire d'un certain nombre de RIP, et puis des actionnaires externes au groupe qui ont conduit à la constitution d'Orange Concession, qui est une structure dont le capital est détenu à 50% par le groupe Orange et à 50% par des actionnaires externes qui sont CNP Assurance, la Banque des Territoires, il y a peu, et EDF Invest, qui nous donne la possibilité et qui donne la possibilité à cette structure nouvelle sur le marché, à la fois de consolider des acquis qui sont ceux des RIP Orange, qui restent adossés au groupe Orange en termes de savoir-faire et d'apport technologique, mais avec des ambitions de déploiement, de développement nouvelles du fait de cette structure capitalistique. Alors, vous voyez un certain nombre de RIP, on a 24 RIP, on est essentiellement dans du rural, voire du très rural, on va dire même dans certains cas du très très rural. Voire de l'ultramarin. Voire de l'ultramarin, exactement. Et ça me permet de faire une première incidence par rapport au sujet de la table ronde qui est la durabilité. Vous voyez la Gironde, vous voyez le Var, vous voyez la Lozère, vous voyez la Bretagne, vous voyez la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont des endroits qui, cet été, on fait parler d'eux du fait des feux de forêt. Et donc, le premier point que je veux souligner, c'est que la durabilité de nos réseaux, elle est d'abord éprouvée par l'environnement, par les évolutions de l'environnement, les évolutions climatiques. C'était les feux de forêt, ce sera les orages, ce sera d'autres épisodes. Nos collègues de La Réunion ont connu des épisodes tropicaux. Bon, bref. Donc, le premier point, c'est ça, c'est la durabilité de nos réseaux. Elle est d'abord éprouvée par le choc externe, qui est celui de l'environnement et de ces évolutions dont on ne maîtrise pas complètement les choses. Alors, de manière très concrète, on doit à nos clients, ils fournissent pas l'accès à Internet, des conditions constantes d'accès aux numéros, notamment une température. Bon, on a une canicule. Est-ce que nos réseaux, nos équipements sont capables de délivrer ce niveau de qualité de service avec les épisodes de canicule qu'on a connus et ceux qu'on connaîtra encore demain? Le deuxième point que je vais évoquer, c'est par rapport à Auvergne Très Haut Débit. Donc, on est un de ces réseaux. On est un vieux RIP. Dans le monde, ça fait bizarre de dire qu'on est des vieux. Dans ce monde, on est un RIP qui date de 2013. On est un premier RIP de deuxième génération. On termine le déploiement aux 1 an. On a fait 90% du déploiement de notre prise. Donc, si on peut mettre le deuxième slide. Et ça, c'est un slide dont on est très, très fier, très, très content chez Auvergne Très Haut Débit. C'est nos objectifs de déploiement contractuel et notre réalisation. On a livré 100% de nos prises dans les délais et on espère bien terminer le dernier jalon semestriel dans 6 mois dans les délais. Toutes nos prises ont été livrées en temps en heure. C'est pas pour autant qu'on a été très vite. On a été comme c'était prévu d'avancer. Et vous voyez que malgré le Covid, qui nous a donné nous a impacté fortement en termes de retard, bon, on a réussi à rattraper ce retard-là et on terminera, on fait tout pour, on devrait y arriver dans les temps, et on basculera à ce moment-là dans une phase qui sera une phase 100% exploitation. Aujourd'hui, dans cette période que tout le monde connaît, on construit d'un côté, on exploite de l'autre, les travaux continuent pendant que la vente se poursuit. Voilà. On est dans ce contexte-là et on va basculer effectivement dans une période qui sera différente et qui va poser de manière beaucoup plus prégnante la question de la durabilité de la résilience des réseaux. Deuxième incidence secondaire, c'est par rapport justement au Covid. Le Covid, c'est un épisode qui nous a touchés tous, à titre privé, professionnel, familial, autre. Mais dans nos métiers, ça a été un choc externe d'une brutalité inouïe qui nous a tous impactés et qui a mis à l'épreuve un facteur essentiel qui est le facteur humain et qui est le facteur organisationnel. Et c'est la résilience de nos organisations. Il n'y a pas de durabilité sans résilience des organisations et sans certitude que le facteur humain, les hommes qui font les réseaux, qui font les services, parce que les services, c'est des affaires d'hommes, sont eux-mêmes en position de résilience et de pouvoir garantir sur la durée la capacité à résister à ces chocs-là et la capacité à délivrer sur ce long terme. Donc, le facteur humain et la résilience des hommes et la résilience des organisations, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Bon.
Je vous ai mis une carte pour montrer également la manière dont on travaille. C'est aussi un petit peu notre fierté. On est quand même les régionaux de l'État. Il faut qu'on parle un peu de nous, hein, c'est normal. Donc, vous voyez la cartographie de notre déploiement. Plus sérieusement, on voit que notre déploiement s'est fait en 3 phases sous un format juridique, qui est un format PPP, qui est là aussi peut-être un peu presque désuet, puisqu'on est le seul PPP, et aujourd'hui, les formes de montage juridique sont tous un peu différentes. Mais notre montage a permis quand même de livrer des choses, et on voit ce que le président Faure mentionnait tout à l'heure, un déploiement très équilibré sur l'ensemble des départements, des 4 départements. C'est une grande région, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller du haut jusqu'en bas en voiture, il faut du temps, il faut 6 heures sans s'arrêter, sans pause déjeuner, et quand tout va bien. Voilà. Et donc, quand on produit des réseaux, effectivement, c'est des territoires qui sont très, très, très longs, très longs. On s'est attaché, et c'était une demande de notre collectivité, à avoir des déploiements très équilibrés entre les différents territoires. Le troisième point que je veux mentionner en termes de, je mentionnais environnement, je mentionnais la résilience des organisations, c'est j'allais dire le savoir-faire opérationnel. C'est-à-dire qu'un réseau durable, c'est un réseau qui a été bien pensé au stade du papier, au moment de la conception. Donc, il faut que dès le moment de la conception du réseau, on envisage les choses dans le sens d'une bonne exploitabilité. On peut poser des PB, franchement, n'importe où, dans l'absolu. On peut très bien, même, certains disent, on les jette par les fenêtres de la voiture. Bon, je ferme la parenthèse, c'est un peu trivial, mais parce que je pense que personne ne fait ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on se contente à un schéma qui est trop connu dans les territoires ruraux, où on vient, pose nos prises, on s'en va, oui, on va faire des prises. On ne fera pas forcément des prises qui soient exploitables facilement, économiquement, dans des conditions satisfaisantes et durables. Donc, il faut penser l'emplacement des équipements, la granularité des équipements, le choix des matériaux en fonction de cette exploitabilité. C'est la capacité d'avoir une vision totalement intégrée du métier, qui n'est pas juste de déployer, qui est concevoir, déployer bien et exploiter notamment les conditions et permettre aux fournisseurs d'accès Internet de faire leur métier, c'est-à-dire de rendre le service au territoire et aux populations. Et de ce point de vue-là, on a une responsabilité qui est, me semble-t-il, de mettre en place et de mobiliser un outil de production qui soit capable de faire ça. C'est-à-dire que notre responsabilité à nous, en tout cas sur l'Auvergne, c'est comme ça qu'on envisage des plans. Oui, on fait de l'ingénierie range. Les réseaux qu'on nous passe sont des réseaux qui sont totalement conformes à l'ingénierie range. Il n'y a pas de surprise, et c'est même une garantie pour nos partenaires. Mais le pilotage est un pilotage local. Les sous-traitants sont des sous-traitants locaux. On a 50 entreprises locales, PME, qui travaillent sur notre réseau. Le pilotage est totalement intégré, totalement local, et on s'est toujours attaché à garantir une pérennité, si ce n'est des salariés, parce que ça, on aura du mal à lutter contre, mais au minimum de l'encadrement et des forces vives qui nous permettent de garantir sur le long terme que ceux qui ont construit passent le relais à ceux qui exploitent, et que ceux qui exploitent ont gardé la mémoire de tout ce qui a été fait avant pour concevoir et déployer ce réseau. Donc, je pense qu'on a une responsabilité aussi en termes de durabilité dès le début. Certes, on est préliminaire, mais encore faut-il que les préliminaires soient bien pour que la suite soit. Oui, il faut poser les bonnes fondations. Poser les bonnes fondations, et parce que ça nous suit tout au long de la vie du réseau. Peut-être Voilà. un dernier point sur les attentes vis-à-vis des élus. On a beaucoup parlé de questions d'adressage, de travaux de voirie. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé finalement à fluidifier tout ça? Est-ce que ce sont des choses qui sont rentrées dans une forme de routine avec les élus locaux? Avec les élus locaux, c'est jamais vraiment la routine. Parce que déjà, ils sont très nombreux et qu'ils ont tous des territoires qui sont singuliers. Mais on essaie de faire des choses qui soient les plus adaptées aux réalités de nos territoires. Je prends un exemple récent. On vient de signer il y a quelques temps une convention avec le syndicat d'électrification du Cantal qui va nous permettre, grâce au syndicat, salut le président TC12, je ne sais pas s'il est encore là. Il est là, Michel TC12. Voilà, donc c'est une belle convention, c'est une convention innovante que j'espère on va réussir à déployer sur tous les autres départements, qui va nous permettre, grâce au syndicat, de régler entre parties, entre guillemets, la question de l'adduction des logements neufs. Parce qu'avec le syndicat, on aura la mise en œuvre directement par le syndicat, dans le cadre de nos partenariats, des fourreaux qui nous permettront à nous, aux fournisseurs d'accès Internet, et par conséquent au public, d'avoir des dessertes et des raccordements dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est très important, parce que on sait bien que les difficultés, on les a souvent à la fin. Alors, nous, on est très contents en Auvergne, on a un très bon taux d'échec de production, peut-être
tant que les métiers connaissent ça, excusez-moi de jargonner, mais qui est de 5%. On est tout content de ce truc-là. Mais il faut le surveiller, il faut le gérer, il faut le suivre, il faut qu'on ait des dispositifs contractuels. Alors, on a le syndicat d'exploitation du comptable, on a des conventions avec Enedis, qui sont des conventions locales qu'on essaie de négocier, de faire vivre, pour qu'au fil du temps, la manière dont on occupe les poteaux, dont les poteaux sont gérés, sujet ô combien important et sensible dans les territoires, se fasse au mieux et dans les meilleures conditions de dialogue et aussi dans les meilleures conditions économiques, parce que tout ça se fait sous contrainte économique. C'est-à-dire qu'on a aussi la responsabilité de faire du durable, mais dans des conditions qui soient économiquement acceptables pour nos partenaires qui doivent vivre et pour nos collectivités qui doivent financer. Merci Laurent Wilde. Donc Orange Concession, c'est nouvellement la filiale d'Orange dédiée aux infrastructures. Lionel Recorbet, c'était Orange Concession a été créé l'an dernier. Il y a 2 ans, Altice SFR a créé XP Fibre. 3 ans, déjà 3 ans. 2019, donc Déjà 3 ans. voilà, Altice SFR créer sa propre filiale. Alors on reviendra sur ce sujet avec Corinne Diffant, sur cette dichotomie, enfin en tout cas cette séparation entre les activités d'infrastructure et les activités de service, au moment où les élus parfois vous disent mais oui ok vous m'amenez les tuyaux mais qu'est-ce qu'on met comme service dedans. On y reviendra un tout petit peu plus tard. En attendant, j'aimerais Lionel que vous nous présentiez l'état d'avancement des réseaux d'initiative publique de XP Fibre, parce que bon, il a échappé à personne peut-être dans cette salle que depuis la fin de l'année dernière, il y a plus d'abonnés à la fibre en France que d'abonnés au cuivre. Et oui, c'est une réalité. C'est Bonjour à peut-être un tous. détail pour vous, mais pour nous, Ça veut dire beaucoup. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Merci encore une fois Sébastien pour l'organisation de cette nouvelle édition. Hein, avec plaisir. 17e. Déjà. Absolument, absolument. Et quand je suis arrivé et j'ai regardé le thème, c'était durablement connecté. C'est ça. Durablement connecté, il y a 2 mots dedans. Il y a durablement et il y a connecté. Et donc je me suis dit, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être connecté? Qu'est-ce que c'est qu'être connecté et connecté à la fibre optique? Avant tout, c'est être connectable. Et donc, pour nous, ça veut dire beaucoup, puisque c'est 7 millions de logements, un peu plus de 7 millions de logements au niveau d'XP Fibre, c'est 7,2 millions de logements qu'on a à déployer, à la fois sur les zones AMEL, à la fois sur les zones de délégation de services publics, les fameux RIP, à la fois sur les zones AMI. Et donc, aujourd'hui, on a rendu, et l'objectif, c'est de rendre raccordable le plus grand nombre. Évidemment, il y a ce plan France très haut débit qui nous amène à un horizon 2025 où on doit rendre raccordable la grande majorité, la plus grande majorité, la quasi-totalité des logements à la fibre optique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 3/4 de notre programme, puisque 5,5 millions de logements aujourd'hui sont raccordables à la fibre optique sur notre périmètre. Alors, on a quasiment fini la zone AMI, hein, c'est la zone qui a été lancée initialement, la première zone, les zones les plus denses. Et aujourd'hui, à part quelques petits pourcents qui restent à déployer d'ici à la fin de l'année et dans les prochains mois, qui d'ailleurs s'apparentent très souvent à des zones rurales. Hein. La zone AMI, on dit souvent c'est la zone la plus dense, c'est une zone où il y a une densité de population qui est importante. Il y a des communes en zone AMI qui sont des communes rurales et qui ressemblent énormément à des communes qu'on retrouve dans les réseaux d'initiative publique. Donc cette zone AMI, elle est quasi finalisée. Et on a, en 2021, vu la bascule des déploiements, aujourd'hui on déploie à peu près 1 million de prises par an, ça représente à peu près 1 milliard d'euros d'investissement par an. Donc collectivement, on parlait de 3 milliards tout à l'heure, de 3 millions de prises déployées. Le ministre a dû penser que c'était par opérateur, c'est ça. Et dans les zones rurales, en fait, on a 3 millions de prises déployées par opérateur, puisque voilà, il y a un volume de déploiement qui est très important. Aujourd'hui, on le voit sur la carte, hein, les déploiements sont massifs et ce sont l'état des déploiements à date. Donc, on voit bien la granularité de couleurs qu'on a sur le slide, qui montre que ces zones AMI sont quasiment finies à quelques prises près. Et les zones de délégation de services publics ont connu une croissance très importante au cours de 2021, vont faire quasiment la quasi-totalité de notre croissance sur 2022 et sur 2023, on déploiera quasiment exclusivement sur les zones de délégation de services publics. Alors, on a quelques territoires sur lesquels on doit encore accélérer, hein, notamment les territoires qu'on a récupérés de Covage, puisque en fin 2020, on a finalisé l'acquisition de Covage et on en a
céder une partie d'ailleurs à nos amis d'Altitude. Et donc, on a, dans le cadre de ces déploiements en fibre optique, on doit encore accélérer, je pense à la Savoie notamment, qui fait l'objet d'une accélération des déploiements sur cette année et l'année prochaine, mais également sur les territoires ultramarins comme la Guadeloupe ou la Martinique, où on a encore des déploiements. L'objectif, c'est vraiment de ne laisser personne sur le côté dans le cadre de ces déploiements. Mais globalement, je pense qu'on a ce rythme qui est extrêmement soutenu depuis 3 ans des déploiements. Je vous dis à peu près 1 million de prises, 1 million de prises par an, malgré la crise sanitaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est raccordé quand on est raccordable? Aujourd'hui, je pense que ça va faire réagir Antoine et Philippe notamment. Aujourd'hui, être raccordé, c'est pas forcément être raccordable. Non, être raccordable, c'est pas forcément être raccordé, justement. C'est ça, c'est ça. On a en fait, Il manque le dernier bout. il manque le dernier bout. Et c'est pas une situation qu'on retrouve exclusivement dans les zones les plus rurales. On se dit, est-ce qu'on va être raccordé quand on habite dans une zone rurale, extrêmement rurale? Bah souvent, dans une zone rurale, on a une subvention publique, on a ces fameux partenariats public-privé. Et je tiens aussi à dire par rapport aux interventions précédentes ministérielles qu'il y a effectivement un effort financier de l'État, de nos partenaires financiers comme la Banque des Territoires, mais l'investissement privé est 10 fois supérieur à l'investissement public. Il y a un facteur 10. On est vraiment, et Lisa le rappelait, le montant d'investissement des 80, opérateurs oui, privés. 90 milliards depuis 10 ans. C'est ça. On est vraiment dans une logique où, heureusement que les privés sont intervenus auprès des collectivités territoriales. Et on peut que se féliciter de ces partenariats publics-privés qui ont permis de leverager quelque part l'argent public et au travers de l'investissement privé de développer la fibre sur l'intégralité du territoire. Et donc, on peut se dire effectivement que quand on est dans un territoire rural, on ne va pas avoir la fibre, on ne va pas être raccordé parce qu'on est loin, on a un raccordement dit long. Ben dans ce cas-là, potentiellement, ben on a une subvention publique et on va être raccordé. En revanche, des fois, quand on est en zone amie, voire même en zone très dense, je pense à Marseille, il y a certains quartiers de Marseille ou certains quartiers de Lille, ben on a des raccordements complexes. On n'a pas d'infrastructure mobilisable. On a des syndics qui ne nous donnent pas les autorisations pour déployer. On a des logements neufs sur lesquels on n'a pas d'adduction. Et tous ces raccordements-là eh ben, ne pourront pas être réalisés. En tout cas, pas en l'état actuel des choses. Et il y a une vraie prise de conscience qu'on doit avoir, car il faut vraiment régler ce problème. Et on a aujourd'hui un problème qui est avant tout financier. Ce n'est pas un problème d'accessibilité, c'est un problème financier. Il faut savoir qui va assumer les coûts de ces créations d'adduction, de ces raccordements dits complexes. Et aujourd'hui, est-ce que ce sont les opérateurs, ce sont les collectivités, est-ce que ce sont les GAFAM? On a beaucoup parlé de la taxe GAFAM au niveau européen. Oui. Ben, est-ce qu'il faut utiliser ces choses-là pour raccorder l'ensemble des abonnés? Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est raccorder. Après, durablement. Je ne sais pas si tu veux faire réagir Antoine peut-être là-dessus avant de parler de durablement, parce que Juste après, juste parce que les deux sont liés. Oui, alors le deuxième point, c'est durablement. Donc durablement connecté. Donc on a vu comment il fallait connecter les gens et donc comment il fallait financer quelque part ces petits bouts qui manquent, mais qui sont des poils à gratter et qui sont des irritants pour les particuliers. J'arrive dans une maison neuve, je peux pas être accordé, j'ai pas de 4G parce que je suis dans une zone rurale, c'est un peu compliqué. Alors, il y a le New Deal mobile qui arrive, et souvent, les élus sont interpellés par ces administrés qui arrivent. Ils ont fait construire leur maison, ils sont contents. On ne peut pas les raccorder. Donc, il va falloir trouver ces solutions. Le durablement. Alors, le durablement, je le sépare en 2 phases. Une première phase qui est la résistance. On a parlé de la qualité de service. On construit des réseaux et on doit résister. On sait que le mode stock, les raccordements successifs, les interventions sur les réseaux, on a des réseaux où on a 20, 30 interventions par jour. Quand on ouvre un point de mutualisation, on ouvre 300 logements à la commercialisation. Il y a une telle appétence de la fibre, et je crois que Bouygues a lancé une offre à 9,90 aujourd'hui sur la fibre pendant 1 an. Donc, vous imaginez les prix concurrentiels qu'on a sur le territoire national. On a aujourd'hui une telle appétence pour la fibre optique depuis la crise sanitaire que quand on ouvre un point de mutualisation, on a 50 commandes. Et donc, les 50 commandes, c'est 50 interventions en 1 semaine.
Et donc, on va avoir de multiples intervenants qu'on ne maîtrise pas toujours, puisque ce sont les sous-traitants des opérateurs commerciaux. Et donc, tout le travail qui est fait en ce moment sur avec la fédération, avec Infranum, pour faire en sorte d'améliorer cette visibilité et cette traçabilité des interventions des intervenants, la qualification des intervenants, les CRI, va nous permettre quelque part, de résister. Parce que sinon, dans 2 ans, on refait tout. C'est ça. Et on sait, nous, au niveau d'XP Fibre, on a des territoires qui datent de 2011, qui aujourd'hui ont subi de multiples interventions. Eh ben, on doit réintervenir, refaire une partie des réseaux, réinvestir massivement pour rétablir un niveau de qualité de service qui soit celui qu'on attend quand on a la fibre optique, c'est-à-dire 0 défaut. C'est-à-dire 0 défaut. Et donc, ça, c'est le premier point, c'est la résistance de nos réseaux. Le deuxième point, et donc là, c'est principalement un jeu d'interacteurs entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. Le deuxième point, c'est la résilience de nos réseaux. Alors, parler des incendies qui ont été présents et donc comment on va faire en sorte que nos réseaux résistent à ce changement climatique. Des tempêtes, comme on les a vues en Corse récemment, avec des vents à 225 km/h. Quand on a une grande majorité de nos réseaux qui sont déployés sur des infrastructures aériennes, ça va nous poser un problème à un moment donné. C'est à peu près 60% des réseaux ruraux qui sont déployés sur des infrastructures aériennes. Et donc aujourd'hui, on a besoin de travailler sur du long terme. On a besoin de travailler sur du long terme parce que ces infrastructures, on l'a dit, ce sont le socle de l'ensemble de nos usages de demain. C'est une infrastructure essentielle sur laquelle demain, toutes nos communications, tous nos services passeront. Et donc, à partir de là, il est essentiel qu'on travaille sur cette résilience. Et je veux dire, sans même parler des conditions climatiques, aujourd'hui, quand on voit que on utilise des appuis aériens de l'opérateur historique, on voit le plan de décommissionning du cuivre à 2025, on se dit, est-ce que l'opérateur va être incité à maintenir ces poteaux? Il n'aura plus d'infrastructures qui lui appartiennent. Alors peut-être que sur série, il y aura une incitation, il y aura sa fibre. Mais sur les autres territoires, est-ce que Orange sera réellement incité à maintenir la qualité des appuis aériens? Laissez-moi en douter un petit peu. Laissez-moi en douter un petit peu. Malgré la bonne volonté d'Orange, c'est pas forcément dans son intérêt économique, en tout cas. Et donc, s'engager aujourd'hui dans une réflexion autour d'un plan d'enfouissement des infrastructures aériennes est fondamental. Et là, on parle de beaucoup d'argent également. Et de la même manière, la question qui va se poser, c'est où va-t-on trouver cet argent? C'est clairement pas les réseaux d'initiative publique, les délégataires de services publics qui ont ça dans leur business plan. Donc, quand on se dit, est-ce qu'il faut et est-ce qu'on est dans une deuxième phase du plan France Très Haut Débit? Il est probable que oui. C'est une relance du plan France Très Haut Débit à trouver et à mettre en œuvre par rapport à cet investissement qui va s'étaler probablement sur 10 ans, parce que on n'est pas dans une urgence immédiate. On est dans une logique de résistance, de résilience, mais il est fondamental d'y penser maintenant, de décider maintenant, parce que demain, on en a besoin. Et on a l'avantage d'avoir une filière qui va quasiment finaliser ses déploiements dans les prochains mois. On a intérêt à travailler sur cette dynamique de filière. Merci. Merci Lionel. Je rebondis immédiatement effectivement vers Philippe et Antoine. Antoine qui, au mois de mars, effectivement, évoquait déjà cette phase 2 lors des États généraux des RIP. Je dirais on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on a distingué effectivement connectable et connecté. Évidemment, ça n'a de sens que quand on est connecté. Donc il y a toute cette question des raccordements. Et puis derrière, c'est le financement de cette pérennité. Et puis en face, des maires ruraux qui demandent de plus en plus l'enfouissement des réseaux. Donc est-ce qu'on est en train de préparer une phase 2 France Très Haut Débit 2.0? Alors, moi, je partage très largement les constats de Lionel. D'abord, il est clair, et aujourd'hui, la Caisse des dépôts a une vision sur de nombreux RIP, qu'il y a une impasse pour aller raccorder effectivement tous les Français. Il y a une impasse, il faut le dire. D'ailleurs, le plan France Très Haut Débit n'a pas été conçu pour faire du 100% FTTH. Le plan France Très Haut Débit, promesse, c'est du très haut débit pour tous fin 2022. 2025, c'est la généralisation
du FTTH, pas du 100%. Le 100%, il y a une impasse. Il faut se le dire, effectivement, il y a des raccordements complexes qu'on ne sait pas faire, il manque des infrastructures et ça ne s'élève pas en quelques dizaines de millions d'euros, c'est probablement 2-3 milliards d'euros, si on veut tout faire. Ça, il faut se le dire et le regarder franchement. Deuxième constat que je partage, c'est qu'effectivement, on a déployé très vite, mais sur des infrastructures existantes, essentiellement aériennes en zone rurale, et ça a permis d'apporter du très haut débit pour tous très vite. Mais plus on va développer des services critiques, notamment de maintien des personnes à domicile, de e-santé, plus on a une exigence de résilience de nos réseaux et de sécurité de nos réseaux qui va monter. Je partage ce que dit Lionel, c'est que c'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de progressif. Mais là aussi, il faut regarder les choses en face. On ne peut pas sérieusement mettre des dispositifs de maintien de personnes âgées à domicile massifs à 2030 avec les réseaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas responsable. Et donc, il va falloir, mais on a le temps, mais il va falloir penser résilience sur chaque réseau en fonction des spécificités, enfouissement, peut-être aussi sécurisation de certaines armoires. Et ça signifie clairement que là aussi, il y a des investissements. Ce que l'on dit, c'est que, et je rejoins Lionel, on a toujours trouvé des solutions ensemble en planifiant, en se donnant de la visibilité. La Caisse des dépôts le redit, on sait financer à 50 ans, à 30 ans, des infrastructures. La résilience, c'est notre ADN. Donc, on apporte une partie de la solution, mais bien évidemment, cette solution, elle ne sera que globale, collective. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on envisage un plan progressif pour assurer, pour répondre à ces deux défis qui, encore une fois, sont des constats qu'on ne peut pas nier. Et qu'on ouvre le dossier peut-être de financement récurrent. Je me tourne vers Philippe Legrand sur ces sujets-là. On a beaucoup parlé effectivement du FANT, le fonds sans fond. Est-ce que ça fait partie de la feuille de route et de ce qui est dans les réflexions d'avoir finalement ce système de péréquation qui permet d'alimenter en permanence ce qui va permettre d'entretenir et de faire évoluer ces réseaux? Oui, il y a trois modes d'intervention qui pourraient permettre le financement. Je rappelle quand même que en novembre, décembre, on avait alerté sur la question de la résilience. On a lancé l'appel de Deauville aux États généraux des RIP, un bel événement très bien organisé également. Et nous avons lancé commis une étude avec la Banque des Territoires que nous avons confiée au cabinet Onyx, qui a permis de mettre en évidence les enjeux de la résilience et quelques clés, quelques solutions. Nous aurons en octobre prochain la restitution des premiers schémas locaux de la résilience avec 3 départements qui se sont positionnés de façon à traduire concrètement cet enjeu en réalité, en définissant vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, sur le financement, il y a 3 modes d'intervention. Le premier mode d'intervention, il est un peu un mode de péréquation avec effectivement le fonds sans fond qu'on pourrait abonder. Il y a des modes de régulation locale avec les tarifs, mais qui pourraient introduire des biais et des logiques de dépéréquation. Et il y a peut-être une action nationale structurante à imaginer qui permettrait d'englober à la fois les enjeux de résilience à long terme. Et je peux vous dire une chose, c'est que on a eu très peur avec les incendies cet été, et je peux vous dire qu'en Gironde, et pour avoir été en contact avec Gironde Numérique, il y avait de sérieux enjeux et la résilience prenait tout son sens. La résilience qui se traduisait à l'époque en l'espèce par l'enfouissement des réseaux, parce que c'était les réseaux aériens qui étaient touchés. Donc, à la fois on a le temps, à la fois il ne faut pas traîner. Il faut appréhender le sujet globalement. Et je pense qu'une appréhension globale dans un nouveau plan de la résilience à 10 ans sur un schéma, la nouvelle vague du plan France très haut débit, permettrait également de résoudre tous les cailloux dans la chaussure, les difficultés, la modernisation des réseaux endommagés, comme le rappelait Lionel Ricordet, et également la question des raccordements complexes, qui ira un modèle économique global qui nous permettrait vraiment de tendre vers ces 100%. On a besoin de clés et cette solution de financement national, conjuguée peut-être avec les deux autres axes que j'évoquais, permettrait donc de donner une réalité au plan. On a 1 ou 2 ans pour finaliser tout ça et lancer la machine. Merci. Un dernier Tout, mot? tout petit ajout Oui, oui. sur la question de la péréquation, parce que c'est essentiel. En fait, il y a un mécanisme de péréquation qui existe déjà depuis très longtemps sur les coûts de génie civil. C'est que quand vous payez un abonnement cuivre, enfin sur le gros, tarif de dégroupage, vous avez un coût qui est lié au génie civil, qui est à peu près de 3 euros, on va dire, par ligne environ. Et c'est-à-dire que la personne qui habite à Paris, elle paye 3 euros pour ces infrastructures de génie civil, alors qu'en réalité, le coût, il est plutôt de l'air de quelques dizaines de centimes.
Et la personne qui est dans le Cantal, elle paye 3 € aussi, ce qui permet d'avoir un tarif péréqué sur le cuivre depuis très longtemps. Alors que le coût dans le Cantal, il n'est pas de 3 €, il est plutôt proche de 10 € si on met l'amortissement et la maintenance et l'exploitation. Donc, encore une fois, il faut qu'on soit très vigilant à cette question de péréquation, et ça a été souligné aussi par Lionel, c'est que si on perd, on ne fait pas attention à conserver cette péréquation des tarifs sur le génie civil, alors on aura des disparités tarifaires qui seront socialement inacceptables. Merci, merci pour cette alerte et cette précision, Antoine Darod. Ilham Jaïch, vous êtes la directrice générale d'Altitude Infra. Altitude Infra, donc comme son nom l'indique, s'occupe d'infrastructures aussi. Pour autant, on en parlait. Voilà, la question que j'ai envie de vous poser, et je la pose d'ailleurs à la cantonade de nos amis opérateurs, c'est est-ce que les délégants vous demandent de plus en plus de penser aux services qui vont pouvoir s'adosser à vos réseaux? Alors, je voudrais juste dire un petit mot parce que c'est ma Allez-y, rentrée allez-y. aujourd'hui Oui. et je crois que c'est la rentrée de beaucoup de monde. Donc, je voulais juste dire que je suis ravie de revenir. Je suis venue l'année dernière, comme quoi j'ai bien aimé. Je suis revenue aujourd'hui et je suis ravie de faire la rentrée numérique à Ruralitique et merci encore de l'organisation de l'événement dans le Cantal. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots de l'actualité d'Altitude. Je ne sais pas Oui. si vous avez eu mon slide ou pas. Oui, voilà, très bien. Ça permet d'avoir une petite photographie d'Altitude Infra en images. Et pour vous expliquer un peu l'actualité d'Altitude Infra, riche et dense. Donc, je vous assure que je ne vais parler que d'une actualité qui est l'actualité 2021. Comme l'a expliqué Lionel, en 2021, nous avons finalisé le rachat d'une partie des réseaux de Covage. Et ce rachat, grâce à l'expertise de l'ensemble des collaborateurs des équipes de Covage, nous a permis de nous renforcer dans notre positionnement national. Et on est très fiers, puisqu'aujourd'hui, on est le premier opérateur d'infrastructure FTTH en zone RIP. Donc, en nombre de prises, on est l'opérateur qui a été le plus choisi par les collectivités locales. Donc, pour nous, c'est quand même extrêmement majeur, puisqu'aujourd'hui, on est troisième opérateur d'infrastructure en France. Donc, en une image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est c'est Altitude Infra, c'est 26 réseaux d'initiatives publiques, donc à travers la France, qui marquent notre ancrage territorial très fort, qui est finalement personnalisé par l'ensemble des équipes dans les territoires, par nos agences locales, donc avec une forte présence, vous l'avez vu, dans l'Est, mais aussi dans le Sud-Ouest. Altitude Infra, c'est 3 milliards d'euros d'investissement avec nos partenaires actionnaires publics, privés, nos collectivités locales, dont la Banque des Territoires, on parlait d'1 milliard. Voilà, donc c'est quand même 3 milliards d'euros d'investissement, ce qui fait qu'Altitude Infra n'est pas uniquement un opérateur, on est un acteur économique majeur dans les territoires. On s'implique, plus qu'on s'implique, on finance, on agit dans la formation, dans l'insertion, dans l'emploi et même dans la création d'entreprises locales, puisque nos déploiements ont été faits majoritairement par des équipes dans les territoires, par des entreprises sous-traitantes locales qui ont elles-mêmes été créées via la construction de réseaux de FTTH par Altitude Infra. Alors, c'est aussi, on dit 5 millions de prises contractualisées. Alors, moi, je vais plutôt parler d'habitants, d'entreprises, de sites publics. C'est 13 millions d'habitants, de Français qui seront raccordés, en tout cas qui seront éligibles via un réseau Altitude Infra. Aujourd'hui, on a parlé de 3 millions de prises. Pareil, je vais parler en habitants, 7,8 millions d'habitants, d'entreprises, de sites publics sont déjà éligibles à la fibre exploitée par Altitude Infra. Et c'est presque la moitié qui est déjà abonnée à la fibre optique, soit via l'ensemble des opérateurs nationaux qui sont bien évidemment présents sur l'ensemble de nos réseaux, qui proposent une offre sur l'ensemble des prises commercialisables sur nos réseaux, soit via une centaine d'opérateurs partenaires, on en a 105, puisqu'on a un opérateur indépendant et très ouvert, et qui a permis à l'ensemble des opérateurs d'être présents, sur les opérateurs alternatifs ou les opérateurs nationaux. Voilà moi ce que je voulais vous dire là-dessus d'Infra, mais je ne peux pas le dire sans parler de la performance qui a été atteinte grâce à l'expertise, à l'engagement de nos équipes, mais aussi à nos partenaires, ce malgré un contexte sanitaire inédit et aussi grâce à la confiance et à la relation de proximité qu'on a avec nos collectivités locales au quotidien, chaque jour. Et d'ailleurs, je vais parler des bilans de nos déploiements. À ce sujet-là, on a parlé tout à l'heure de sprint, de préliminaire. Je vais parler de bilan de déploiement. Je vais revenir sur des événements importants pour nous puisqu'on a terminé les déploiements déjà. On a terminé un déploiement
aux côtés d'NGE. J'ai vu Jean-Noël ce midi. On était très fiers sur le premier semestre de fêter la 20 du déploiement de la région Alsace, donc Rosace, avec une avance de 6 mois. 3/4 de nos réseaux seront terminés de déployer en cette fin d'année. Quand je dis terminer de déployer, c'est vraiment la fibre. Elle permet à ce que l'administré il soit éligible, il puisse s'abonner. Ah, je ne parle pas de construction, je parle d'éligibilité. 95% seront terminés en 2024 et quasi 100% en 2025. Puis je vois Arnaud Tournier, donc forcément je parle de l'Aude, Arnaud. Bravo à l'Aude parce que je parle de déploiement, mais c'est pas uniquement fait par Attitude, c'est fait par les collectivités locales dans le cadre des DSP d'affermage. Et à la rentrée, l'Aude va dépasser 100 000 prises commercialisables sur les 120 000 prises. Donc bravo au CIADEN et à l'ensemble des collectivités locales pour ce sprint, ces préliminaires, en tout cas ce socle qui fait qu'on va parler aujourd'hui d'usage et de résilience. Sur les engagements qu'on a pris envers les territoires, les Français, on a parlé, j'ai entendu les ministres et l'ensemble des intervenants parler de qualité, parler de pérennité, de résilience. J'aime bien le terme de Philippe quand il parle de marathon, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment un marathon dont on est parti aujourd'hui. Et quand on parle de tout ça, moi, forcément, je parle des raccordements. C'est-à-dire que pour nous, la fibre aujourd'hui, c'est un vrai succès. C'est efficace, c'est la technologie la plus performante. On nous dit pas plus rapide que la lumière. Aujourd'hui, la première relation, la première relation avec la fibre pour chaque administré, c'est le raccordement. Donc aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots sur le mode stock, le raccordement aujourd'hui qui est fait par nos sous-traitants opérateurs commerciaux, pour lequel la majorité des raccordements sont faits sous ce modèle-là, c'est-à-dire que l'opérateur d'infrastructure sous-traite ses raccordements à l'opérateur commercial. Et donc aujourd'hui, dans les grands chiffres, voilà, deux chiffres assez simples. En moyenne, sur des réseaux d'altitude et des réseaux, quand je dis altitude, c'est intégrer des réseaux ex-Covage. Donc, globalement, le taux d'échec au raccordement, c'est-à-dire le premier rendez-vous technicien qui vient pour raccorder, on a un taux d'échec en moyenne de 6%. Je vois que tout à l'heure, tu disais 5% de ton côté. C'est faible, on a l'impression que c'est faible. Bon, c'est quand même une insatisfaction d'une certaine manière. Le taux de signalisation de panne est de 0,33%. Sur un territoire, c'est 1%. On entend de la part des administrés qu'il y a encore à faire. Moi, je partage complètement tout le discours qui a été fait par la présidente de la Fédération française des télécoms, par Lionel, par tout le monde, par le ministre. On a encore à faire pour améliorer la qualité de nos raccordements, pour susciter en tout cas une satisfaction de la part de l'ensemble de l'écosystème. Et donc, j'ai entendu le ministre sur le projet, les propositions qui vont être faites. Je sais qu'avec Infranum, on saura intervenir comme on l'a toujours fait pour être fort de proposition. Donc, sur la résilience des réseaux, j'ai l'impression que peut-être tu as un peu tout dit parce que j'avais à peu près les mêmes, on ne s'est pas concerté, mais j'avais à peu près écrit la même chose. Donc, en résumé, la résilience des réseaux majeurs, on entend résilience, on entend enfouissement. Pour nous, c'est un programme collectif, c'est un acteur, ce sont l'ensemble des acteurs d'infrastructure qui doivent se mobiliser. Il faut résoudre les problèmes de péréquation, bien évidemment, en termes de tarifs, en termes de qui paye l'enfouissement. Et forcément, quand on parle de déploiement rapide dans un temps record, on ne peut pas enfouir tout de suite de manière immédiate. Donc, j'ai entendu le message d'Antoine qui est plus précis que la dernière fois, qui dit il faut du temps, il faut dire qui paye et faire de manière collective. Ça nous va bien. Donc, ces sujets, ils sont essentiels parce que c'est le socle pour le développement des usages. Et aujourd'hui, moi qui me déplace dans l'ensemble des territoires à 4 coins de la France, l'ensemble des élus, tous abordent la question des usages et des services. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures numériques ont donné à la France une vraie colonne vertébrale. J'aime bien dire, c'est pas parce qu'on a été connecté les territoires que les territoires sont connectés. Et donc, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par le sénateur Patrick Chaize encore dernièrement. Pour nous, en tout cas côté Attitude Infra, mais j'ai entendu ce matin et aujourd'hui que c'était aussi le message de beaucoup, nous devons nous doter d'un plan France usage et services numériques. Nous avons su le faire avec un plan France très haut débit dont chacun reconnaît aujourd'hui l'efficacité. Moi, je crois dans les plans. Je crois dans les plans parce que les plans nous permettent de nous donner un cap. Ils permettent de nous donner une vision.
et nous permet de donner une cohérence. Donc, j'appelle au plan France usage et services numériques pour que le réseau de fibre reste toujours ce socle du développement des usages pour qu'il puisse demain être au service du public pour le développement des usages. Voilà. Merci, merci Ilham. Donc, effectivement, un plan France usage numérique, un plan fun. Hein, peut-être moyen de s'amuser. Hein. En l'occurrence, cette question derrière, usage numérique, voilà, réseau, ok, on a compris qu'il y avait encore effectivement un peu de chemin à faire et de fibres à dérouler, mais derrière, ce qui fera la différence, c'est la capacité des territoires à se saisir de cette puissance numérique pour créer de nouveaux services qui vont nourrir l'attractivité des territoires. Alors là-dessus, Corinne Diffant, on a compris que voilà, il y avait Orange Concession d'un côté, il y a Orange, Groupe Orange de l'autre côté. Où vous en êtes de vos réflexions sur cette articulation entre infrastructure et services je dirais le fait de mettre le pied à l'étrier, on a en tête un certain nombre de solutions Orange, je pense à Fluvision sur le tourisme, je pense à d'autres applications, Ma ville dans ma poche. Voilà comment aujourd'hui vous accompagnez la réflexion des élus locaux sur ce qu'ils vont faire des réseaux que vous êtes en train de déployer. Alors, tout d'abord, merci Sébastien également pour l'invitation. Alors peut-être avant de plonger tout de suite sur la partie service, j'ai juste parlé un tout petit peu des réseaux, puis il y a eu quand même quelques commentaires là sur lesquels je voudrais réagir. Mais donc déjà, pour partager la fierté qui a été celle de nous tous, de ce travail collectif depuis plus de 10 ans pour le déploiement de la fibre. Et donc, on est aujourd'hui effectivement à 31 millions de prises raccordables en France. Et on est très fiers de la façon dont ça s'est fait dans un mode collectif. Et c'est vraiment, on le verra aussi sur les usages, on croit beaucoup à ce mode de fonctionnement en partenariat public-privé et en travaillant tous ensemble au niveau aussi des acteurs privés. Et on est très fiers, Orange, finalement, d'avoir tenu notre part et on a du coup déployé 2/3 quand même de ces réseaux avec un investissement colossal. On l'a dit, l'investissement privé a été vraiment très très important et à hauteur de 13 milliards pour Orange, donc les 10 dernières années. Donc c'est vraiment un effort énorme qui finalement apporte ce socle essentiel de connectivité qu'on a évoqué là tout au long de l'après-midi, dont les usages et les besoins numériques ont besoin et finalement qui trouve l'appétence des clients. Et aujourd'hui en France, on a à peu près 16 millions de clients sur la fibre et 40% chez Orange. Donc il y a ce succès-là. Effectivement, on a fait un grand chemin. Il n'est pas terminé, donc il faut le terminer. Il faut réussir la transition des anciens réseaux, que ce soit d'ailleurs mobile ou cuivre, vers les nouvelles technologies et notamment la fibre. Et il faut le faire avec en ayant à l'esprit effectivement que ces réseaux deviennent vitaux. Parce que c'est Antoine Darod qui en a parlé également. Ils sont vitaux et donc effectivement la qualité de service et la résilience des réseaux est essentielle. Donc je pense que Orange est très axé sur la qualité de service. Je pense que parfois on nous le reproche presque à certains endroits. Donc tout ça conduit à une anticipation dans la construction des réseaux, dans la façon d'exploiter, et ça se fera, je pense aussi, dans la concertation permanente entre l'ensemble des acteurs, la Fédération des télécoms, Infranum, le CSF, pour qu'on adresse bien ces sujets. Alors sur la partie du GC, puisque c'est un sujet qui a été aussi pas mal abordé,
je voudrais rassurer sur le fait que Orange n'a pas l'intention de se désengager du réseau parce que pas forcément présent sur certaines zones en FTTH. Et Orange a toujours eu le souci de remonter les réseaux quand il y avait des problèmes et finalement, je pense que ce n'est pas dans l'ADN d'Orange de se désengager et d'oublier la qualité de service. Donc, c'est un sujet important. Aujourd'hui, je pense que les réseaux, il n'y a pas forcément d'énormes problèmes de qualité liés aux poteaux. On peut anticiper peut-être certaines choses. Il y a d'ailleurs sur des endroits où on identifie des problèmes de qualité, il y a des interventions, il y a des enfouissements tous les ans. Hein. Donc c'est un sujet qu'on débattra sans doute tous, mais je voulais rassurer sur le fait qu'on n'a aucunement l'intention de se désengager et d'oublier la qualité des réseaux. Alors, merci Corinne. Sur les affaires, il nous reste 3 minutes pour les usages. Sur les usages, donc on a maintenant finalement cette connectivité qui est un moyen, mais pas une finalité. Et donc, effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure et cette connectivité-là nous permet d'envisager des services et envisager pour les collectivités, finalement, de monter des projets qui mettent à disposition des services, mais pour servir finalement leurs enjeux et également servir finalement des enjeux sociétaux. Parce que quand on parle je vais reparler un peu d'écologie, de la transition écologique, de tous les problèmes qu'on rencontre liés au réchauffement climatique. On voit bien qu'il y a besoin de trouver des solutions et le numérique peut en apporter de façon très simple. Alors, ces projets-là, donc on a vu que le plan France Très Haut Débit a été financé par finalement aussi des fonds publics. On voit bien que aujourd'hui, on est dans un contexte où on a le plan de relance qui a un volet numérique très important et qui nous permet déjà de faire un certain nombre de choses, de mener un certain nombre de projets. Donc, le premier message que j'ai envie de passer, c'est que il n'y a pas forcément besoin de mener des projets gigantesques. Il y a déjà possibilité aujourd'hui, compte tenu de la connectivité en place, d'initier un certain nombre de projets et de s'appuyer sur tout le volet numérique, les appels à projets, etc., du plan de relance pour passer ce cap des services. Ensuite, l'autre point, c'est que pour finalement passer à ce cap de nouveaux services, il y a une colonne vertébrale qui est incontournable, c'est la gestion de la donnée. Et donc nous, on travaille de façon très intense et avec pas mal d'ailleurs de collectivités pour mettre en place finalement un service de données sur lesquels les services puissent s'appuyer. L'idée étant d'avoir une colonne vertébrale sur laquelle l'ensemble des services peuvent s'appuyer de façon sécurisée, souveraine, et donc avec évidemment de la collecte très ouverte pour s'appuyer sur les données qui existent déjà. Mais on pense que les collectivités ont un rôle majeur à jouer pour fédérer finalement la connaissance et la donnée territoriale. Donc, une fois qu'on a cette donnée, qu'elle est collectée, qu'elle est gérée, les services peuvent l'utiliser de façon sécurisée. Donc, la sécurité est un point majeur aussi sur ces services. Et donc, on peut finalement déployer des services de façon assez simple. Alors, pour prendre des exemples. Une minute. Bon, donc pour illustrer, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la sobriété énergétique, par exemple. Donc c'est un sujet, je pense, qui concerne beaucoup
tout le monde, y compris les collectivités. Donc, il y a des services très simples qui permettent, et on a une offre chez Orange là-dessus, qui permettent de rassembler un certain nombre d'informations sur la consommation énergétique de l'ensemble des sites de la collectivité et du coup de le monitorer pour voir où est-ce potentiellement on peut avoir des problèmes et derrière mener les actions qui vont bien de façon très ciblée et ensuite avoir la capacité de quasiment automatiquement publier finalement la consommation énergétique. Ça peut se faire avec des budgets assez faibles Ouais. finalement. Vous avez failli Donc, dire dérisoire. il y a comment? Vous avez failli dire dérisoire. Non, pas dérisoire, mais Les petits très budgets, faible, oui. absolument. Et donc ça s'adresse pas que à des grosses collectivités. C'est un peu Exactement. ça aussi le message, aujourd'hui. Je pense qu'il y a des projets vraiment qui concernent, l'ensemble des collectivités, notamment la ruralité. La ruralité peut s'appuyer, sur, ces services. Donc ça, c'est une illustration. Une autre, peut-être, c'est sur les déchets, la gestion des déchets. Donc il y a une façon très simple de gérer, par exemple, les points, d'apport volontaire qui, sont compliqués, à gérer et avec, un peu de données, le fait de travailler avec les citoyens, avec les entités ou les acteurs qui font la collecte et ceux qui font le traitement, eh ben, on peut optimiser d'une part les emplacements et d'autre part la collecte des déchets et de façon assez simple là aussi. Donc il y a pléthore d'usages. Je pense on n'a encore pas tout imaginé. Donc on a fait un guide. Donc là on vous a mis le code flashcode pour accéder à la brochure. On a fait un guide pour documenter finalement l'ensemble des cas d'usage liés à l'écologie. Mais donc qui est un point majeur, qui permet d'anticiper beaucoup de choses. Évidemment, derrière, il y a aussi des impacts économiques parce que je pense que quand on parle de sobriété énergétique, par exemple, la collectivité va faire aussi des économies. Donc finalement, en termes de financement, ça se regarde de près. Merci. Donc Merci juste beaucoup, Corinne. un point pour finir, quand même, notre conviction à nous, c'est d'avoir une approche finalement incrémentale et vous l'avez compris, une colonne vertébrale, les données et l'ensemble des services qui se pluguent dessus, surtout pas des données par service parce que du coup on partage pas les données au sein d'un territoire et une approche incrémentale. Et nous également, alors je pense que Cyril Lino l'avait dit l'an dernier à Ruralytic également, on milite vraiment pour structurer un peu plus le marché, organiser les choses pour que on soit finalement peut-être dans un contexte type modèle plan très haut débit. Et donc, je ne sais pas si c'est un plan usage ou autre, mais en tout cas, on milite aussi là-dessus. Merci beaucoup Corinne. On a 7 minutes de retard, c'est pas énorme, mais du coup, voilà, je vais vous demander d'applaudir nos intervenants.